Dans cette vidéo, j'ai démontré le théorème de D'Alembert-Gauss qui est que n'importe quel polynôme, donc je rappelle le théorème, n'importe quel polynôme à coefficient complexe de degré strictement positif admet une racine. Et je rappelle, ça on l'a montré dans la dernière vidéo, qu'en fait cette forme-là est équivalente à la forme un petit peu plus forte, qui est que le polynôme se décompose totalement. Il se décompose comme le produit de n-x. Donc on va essayer de prouver ça. En fait, la clé, c'est que la seule chose qu'on connaît sur un polynôme très général, donc je prends un polynôme de degré n, c'est-à-dire que son coefficient dominant est de degré n, la seule chose qu'on connaît sur un polynôme très général de degré n, c'est son comportement asymptotique. C'est-à-dire que si j'écris p est égal à x puissance n, on suppose qu'il est unitaire. Nous, on sait qu'à l'infini, on a p de x sur x puissance n moins 1 tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Autrement dit, si je prends n'importe quelle séquence de nombres complexes qui tend vers plus l'infini, p de x sur x puissance n tend vers 1. Donc c'est la seule chose qu'on connaît sur le polynôme, et en fait ça va suffire. Donc quelle va être l'idée de la preuve? L'idée c'est que on va essayer de trouver un moyen qui compte le nombre de zéros du polynôme p, mais seulement en fonction du comportement asymptotique du polynôme. Donc on va trouver un moyen, pour R strictement plus grand que 0, de compter le nombre de racines. Nous, évidemment, on veut montrer que le nombre de racines, donc je rappelle que une racine de P, c'est un nombre x complexe, tel que P de x est égal à 0. Nous, évidemment, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il existe une racine de P. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un moyen pour R strictement positif de compter le nombre de racines de P à l'intérieur du disque de rayon R. Ok, donc on va trouver un moyen de compter le nombre de racines de P à l'intérieur de dr, mais un moyen qui sera analytique. C'est-à-dire qu'il dépendra juste du comportement du polynôme asymptotique et qui ne dépendra pas de choses subtiles. Est-ce que, par exemple, d'évaluer une valeur, ça sera juste quelque chose qui dépend de son comportement, qui dépend de ce à quoi le polynôme ressemble et pas ce qu'il vaut exactement en tel point. Donc plus précisément, et là c'est vraiment un Lemchock, j'insiste sur le fait que c'est un Lemchock. Donc voilà, c'est ça le Lemchock, c'est ça qui fait complètement marcher la preuve. Le Lemchock, qu'est-ce que c'est? Ça dit que je prends P un polynôme qui n'admet pas de racine sur le disque de rayon R. La seule raison pour laquelle on demande ça, c'est pour que P' sur P ce soit bien défini. On divise par P, nous ce qu'on sait intégrer, c'est des fonctions continues. Si P a une racine, ça vaut plus l'infini, donc c'est pas défini. Donc je demande à ce que P n'admette pas de racine au module R. Alors cette intégrale-là, contre toute attente, est à valeur entière. J'insiste sur à quel point c'est choquant. On intègre quelque chose qui est totalement continu, et à la fin on trouve un nombre entier. C'est complètement choquant. Et en fait, ce nombre entier compte le nombre de zéros qu'il y a. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre cas, ça va même être un nombre naturel. Et en fait, ça va être le nombre de zéros que P admet à l'intérieur de ce disque. Donc on va prouver ça à la fin. Je vais rapidement expliquer pourquoi ça nous donne gratuitement la preuve du théorème de D'Alembert-Gauss. Et je précise que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui d'ailleurs a été remarqué par les physiciens. C'est-à-dire que quand tu es un physicien et que tu veux observer un matériau, tu intègres des valeurs dessus. Tu fais des mesures sur ton matériau, donc tu prends des intégrales. Et quelque chose a été remarqué sur certains matériaux, c'est que les mesures qu'on faisait sur eux étaient extrêmement précises. Et elles ne prenaient que des valeurs qui étaient discrètes. Tu vois, quand tu intègres une fonction, tu t'attends à ce que ça puisse prendre n'importe quelle valeur réelle, voire n'importe quelle valeur complexe. Et certains physiciens ont remarqué qu'en fait, sur certains matériaux, ça prenait que des valeurs discrètes. C'est-à-dire ça prenait, je ne sais pas, les valeurs 4, 8, 12, et c'était extrêmement surprenant. Et c'est vraiment pour des raisons topologiques, c'est vraiment lié à ce lemme-là. C'est une instance complètement surprenante. Notre polynôme, c'est n'importe lequel. Je n'ai pas précisé, je peux prendre n'importe quel polynôme, et pourtant, indépendamment du polynôme, je trouve quelque chose qui a valeur entière. C'est absolument choquant. C'est absolument choquant. J'espère que le reste de la preuve, la preuve de ce lemme éclairera un petit peu ce qui s'y passe, mais c'est vraiment le point clé dans la preuve. Je vais rapidement dire comment on obtient le théorème gratuitement grâce à ce lemme. Donc preuve du théorème.
en admettant le lemme. Donc soit R strictement positif. Supposons par l'absurde. Donc je suppose par l'absurde deux choses. Dès que de P, que j'appelle N, est plus grand que 1, et P n'a pas de racine. On veut montrer que cette situation est impossible. Bon bah qu'est-ce qui se passe? Moi je sais d'après ce lemme-là que si P n'admet pas de racine de module R, alors l'intégrale de cette chose est à valeur entière. Mais comme moi je sais que mon polynôme n'a nulle part de racine, en particulier je peux appliquer ça pour le R que j'ai choisi ici. Donc on sait que cette chose-là est à valeur entière. Mais cette chose-là, en fonction de R, dépend continuellement de R. Et définie quel que soit R, ça c'est l'hypothèse que je n'ai pas de racine, et continue en R. Alors peut-être quelques mots sur pourquoi est-ce que cette fonction est continue en R. Je ne vais pas le démontrer, mais essentiellement ça vient du fait, donc qu'est-ce qui se passe? Là je suis en train de prendre un R, et le fait que cette chose-là soit continue en R, ça exprime le fait que quand je modifie légèrement R, cette quantité-là ne change de pas beaucoup. Et c'est visible que ça ne va pas changer beaucoup quand je change R un petit peu, parce que P' sur P ne va pas beaucoup changer quand je passe de R à un R' qui est assez proche de mon R original. P' sur P ne va pas beaucoup changer entre deux valeurs de R. Et ici, R non plus ne va pas beaucoup changer, et donc toute la valeur de cette intégrale ne change pas beaucoup. Donc cette chose-là est continue. C'est fait avec les mains, mais une fois que on va définir proprement la continuité dans peut-être 5-6 vidéos, et ça sera évident que cette chose-là sera continue a posteriori. Donc voilà, c'est une fonction qui est continue et à valeur entière. En particulier, elle est constante. Elle est constante. C'est une fonction continue et à valeur entière. Elle ne peut pas sauter d'un entier à l'autre, sinon ce serait discontinu. Et donc elle est constante. Mais là, on utilise l'absurde. Ce que j'ai dit, c'est que la seule chose qu'on connaît sur un polynôme de degré n, c'est son comportement asymptotique. Comme cette chose-là est constante en fonction de r, pardon, ici il y a un r, REIθ, comme cette chose-là est constante en fonction de r, ce qu'on peut faire, c'est faire tendre r vers un plus l'infini. Mais quand r tend vers plus l'infini, P' sur P, comme P commence très fortement à ressembler à x puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, P' sur P, ça ressemble à 1 sur nx. Ça ressemble à, pardon, n sur x. Mais, lorsque R tend vers plus l'infini, P' sur P tend vers n. C'est ça le point clé. C'est que P' sur P fois x sur n moins 1 tend vers 0. Autrement dit, P' sur P ressemble à l'inverse de n sur x. L'inverse de x sur n, donc P' sur P ressemble à n sur x. C'est ça le point. Et une fois qu'on sait que P' sur P ressemble à n sur x, bah à quoi ça ressemble ça? Je remplace P' sur P par n sur x. Ça ressemble à n je peux le sortir. Et ensuite 1 sur x, donc c'est 1 sur r EIθ, fois ici il y a un EIθ. Et je trouve n. Ce qui est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que, je l'ai dit, cette formule-là appartient à valeur entière, on va le prouver après, mais ce que j'ai dit aussi, c'est que cette formule-là comptait le nombre de zéros à l'intérieur du disque. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de dire, bon, bah, on est en train de compter le nombre de zéros à l'intérieur d'un disque. Nous, ce à quoi on s'attend, c'est que quand le disque devienne de plus en plus grand, on englobe tous les zéros de notre polynôme P. Et donc, on s'attend à ce qu'à partir d'un certain rang, la valeur de cette intégrale soit n. Parce que cette intégrale compte le nombre de zéros à l'intérieur du disque, compté avec multiplicité. Donc on s'attend à ce que cette intégrale vale n. Et le point, c'est que cette intégrale, elle est à valeur entière, mais elle dépend en quelque sorte continuellement de P, dans le sens où elle s'intéresse qu'au comportement asymptotique de P lorsque R tend vers plus l'infini. En particulier, la valeur de cette intégrale-là tend vers n. Mais comme elle est à valeur entière, une suite de choses qui tend vers n, à partir d'un moment, c'est égal à n. Donc, le point, c'est que à partir d'un certain rang, dès que cette intégrale est égale à n, j'ai pas encore dit pourquoi c'était absurde. C'est absurde parce que
lorsque R tend vers 0, l'intégrale tend vers 0. Donc on a prouvé par l'absurde que c'était impossible. Pourquoi? Parce que cette valeur-là est constante. Je l'ai remplacée, mais... Donc je reprends lentement la preuve. Donc le point clé, c'est vraiment ce lemme-là. Soit R strictement positif, tel que P n'admet pas de racine de module R. Dans notre cas, c'est tout le temps le cas parce qu'on a supposé que notre polynôme P n'admettait pas de racine par l'absurde. Alors cette intégrale-là est à valeur entière. Ce que j'ai aussi dit, c'est que la valeur de cette intégrale était censée être égale au nombre de zéros à l'intérieur du disque de rayon R. Mais, nous, ce qu'on peut faire, c'est faire tendre R simultanément, enfin, soit vers 0, soit vers plus l'infini. Comme j'ai dit, la seule chose qu'on connaît sur notre polynôme P, c'est son comportement asymptotique. Donc quand R tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? P' sur P, c'est borné. P' sur P est borné parce que P de 0 est différent de 0. Le polynôme P n'admet pas de racine. En particulier, P de 0 est différent de 0. Donc ça, c'est borné. Ce que j'intègre, c'est borné. Et tu remarques que je multiplie par R. Mais R tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 0. Et c'est à valeur entière, donc c'est égal à 0. Ok? Donc quand R tend vers 0, la valeur de cette intégrale-là, qui a valeur entière, tend vers 0. Mais comme sa valeur entière, à un moment, c'est forcément égal à 0. Le deuxième point que j'utilise, c'est comme mon polynôme n'admet jamais de racine, cette quantité-là est définie pour n'importe quel R strictement positif. En particulier, quand je fais varier R, quand je le fais tendre vers 0 ou quand je le fais tendre vers plus infini, ça prend la même valeur. Parce que quand je prends une fonction qui est continue et qui dépend continuellement d'une variable réelle, il n'y a pas de saut. Il n'y a pas de saut. Ça ne peut pas sauter. Je veux dire, une fonction continue, ça ne peut jamais valoir 0 ici, puis à un moment valoir 1. C'est pas possible parce qu'on lève le crayon. La fonction est continue, donc cette chose-là est constante. Pour mon polynôme P, si je suppose qu'il n'admet pas de racine, nulle part sur le plan complexe. Cette chose-là est constante, mais maintenant on utilise ce que je viens de dire au-dessus, c'est que quand je fais tendre R vers plus l'infini, P' sur P tend vers n sur x. Et nous on sait que si j'évalue cette chose-là en n sur x, je trouve n. Mais encore une fois, c'est logique. Parce que comme je l'ai dit, cette quantité, elle est censée compter le nombre de zéros de mon polynôme P. Donc, quand je prends un disque qui est centré en 0, et que le disque converge de plus en plus petit, se resserre de plus en plus près de 0, comme j'ai supposé que 0 n'était pas une racine de P, quand je me recentre vers 0, il n'y aura pas de racine, puisque 0 n'est pas une racine. Une fonction qui est continue, si en une valeur, en un point, elle est non nulle, alors ça veut dire qu'elle est non nulle sur tout un point, sur tout un voisinage autour de ce point-là. Donc si P de 0 est non nul, à partir d'un certain rang, il n'y aura pas de 0 dans le cercle, dans le disque, qui enserre 0 si le disque est choisi assez petit. Donc on s'attend à ce que cette valeur-là tende vers 0 lorsque R tend vers 0. Et c'est exactement ce qu'on a montré. C'est ce que je viens de montrer, c'est que, encore une fois, la raison pour laquelle cette valeur-là tend vers 0 si P de 0 est non nul, quand R tend vers 0, c'est parce que P' sur P c'est borné. Par contre, ici j'ai multiplié par R et R tend vers 0. Ok, mais encore une fois, maintenant si on s'imagine qu'on fait grandir le disque, là on est en train de vraiment d'intégrer sur un disque de rayon R. Et si je fais grandir le disque, à un moment on s'attend à avoir entouré tous les zéros de mon polynôme P. Et donc on s'attend à ce que cette intégrale vale n. Et c'est exactement ce qui est le cas puisque on peut calculer cette valeur-là quand P' sur P est égal à x sur n, et P' sur P, ça tend vers x sur n. Ce qui montre que c'est absurde, il ne peut pas exister de polynôme. Donc peut-être que je devrais peut-être un petit peu mieux expliquer pourquoi on s'attend à ce que cette intégrale-là compte le nombre de zéros. Je devrais peut-être un petit peu mieux expliquer ça. Puis ensuite, on démontrera le Lemchock. Donc l'explication du théorème, elle est très simple. C'est qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'intégrer la dérivée discrète du polynôme P. P' sur P, soit f une fonction dérivable, je précise de n'importe où dans n'importe où, juste je demande qu'elle soit dérivable, alors f' sur f est appelée la dérivée logarithmique de f. Propriété. Pourquoi ça s'appelle la dérivée logarithmique? C'est parce que le produit passe à la somme. Donc propriété,
soit f et g dérivables, alors j'ai gf' sur gf. À quoi est-ce que c'est égal gf' sur gf? C'est égal à gf' plus g'f sur gf. C'est égal à f' sur f. Donc c'est ça l'intérêt de la dérivée logarithmique, c'est que le produit passe à la somme. Et ça va peut-être mettre un petit peu de lumière sur ce qui se passe dans ce qu'on fait. En particulier, si je prends si f de x est égal à x moins x1. Donc d'après le théorème qu'on a prouvé juste au-dessus, modulo le lemme-choc que je n'ai pas encore démontré, n'importe quel polynôme à valeur complexe vérifie que p de x est égal à x moins x1 fois x moins xn pour certains xi. Les xi sont les racines de p. Donc n'importe quel polynôme ressemble à ça. Mais en particulier, à quoi ressemble la dérivée discrète une fois qu'on sait que le polynôme se décompose comme ça? J'applique ce que j'ai fait ici n fois, et donc j'ai f' sur f est égal à la somme des dérivées logarithmiques de x moins x1 plus x moins xn. Sauf que, c'est quoi la dérivée logarithmique de x moins x1? La dérivée logarithmique de x moins x1, c'est 1 sur x moins x1. Parce que c'est f' sur f, f' c'est égal à 1. Donc, ça c'est égal à 1 sur x moins x1 plus 1 sur x moins xn. Et maintenant on comprend un peu mieux ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette intégrale? En fait, cette intégrale se décompose comme une somme d'intégrales qui est beaucoup plus simple. Donc si p est égal à x moins x1, x moins xn, alors l'intégrale que j'ai écrite ici, que je vais appeler CPR, parce qu'on compte le nombre de racines de P dans un disque de rayon R. Le point, c'est que CPR, c'est une intégrale, mais en P' sur P. Et P' sur P, c'est une somme de choses beaucoup plus simples, comme on l'a vu au-dessus. P' sur P, c'est 1 sur x moins x1 plus 1 sur x moins xn. En particulier, CPR est égal à C x moins x1 R plus C x moins xn R. Donc c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est que cette formule-là, on ne dirait pas, mais on est en train de compter le nombre de zéros de notre polynôme à l'intérieur de ce disque-là. Et une manière de le voir, c'est que c'est quoi le nombre de zéros de ce polynôme-là? X moins x1 fois x moins xn dans un disque de rayon R. C'est la somme des racines de x moins x1 fois x moins xn. Parce qu'une racine de P, c'est un nombre xi. Ici, si le polynôme est écrit comme ça, les racines de P, c'est juste les xi. Donc les racines de P, on les connaît. En particulier, si on veut compter les racines de P, ça devrait juste dépendre des xi et pas du polynôme P lui-même. Et c'est ce qui est écrit ici, c'est que quand je compte le nombre de racines dans le disque de rayon R de P, en fait, c'est la somme de compter le nombre de racines de degré L dans la chose ici. Mais, en fait, CR x moins x1 est égal à 1 si xi est 0 sinon. Et donc ça montre ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était que cette formule-là, la formule CPR, compte le nombre de racines de P contenues dans le disque 0R. Les racines de P, c'est juste les xi. Donc compter le nombre de racines qui sont à l'intérieur du disque 0R, c'est sommer pour chaque i, savoir si xi est à l'intérieur du disque ou pas. Sauf que savoir, moi je prétends que CR x moins xi compte précisément 1 si xi est à l'intérieur du disque et 0 s'il ne l'est pas. Donc en particulier, cette somme-là compte exactement le nombre de xi qui sont à l'intérieur du disque. C'est ça que je voulais dire. CPR est le nombre de 0 et le nombre de xi dans DR. Je rappelle que DR, c'est l'ensemble des nombres complexes de modules strictement plus petits que R. L'implication découle directement du fait que CPR, c'est une somme comme ça, et que chaque Cx-xi se comprend.
Donc maintenant, j'ai prouvé cette chose-là. Et ensuite, j'ai prouvé le Lemchock. Par exemple, en fait, je ne sais pas si tu te souviens, dans la toute première vidéo que j'avais faite, la vidéo d'introduction à la topologie algébrique, j'avais dit, quand on commence à faire de l'analyse sur C privé de 0, ça commence à être un petit peu subtil parce qu'il y a des fonctions qui n'admettent pas de primitive. J'avais dit en particulier la fonction 1 sur x n'admet pas de primitive. Et j'avais montré que la fonction 1 sur x n'admettait pas de primitive en montrant que son intégrale sur un disque qui faisait un tour autour de 0 était non nulle. Et en fait, cette intégrale-là, c'était exactement C0R. C'était exactement Cx-0 R. Donc par exemple, Cx-0R, disons Cx-1, nous on s'attend à avoir comme réponse 1. Parce qu'on veut que Cx-xi-R soit 1 si le module de xi est strictement plus petit que R et 0 sinon. En particulier pour 1 et x-0, on s'attend à avoir 1. Donc ça, on veut que ce soit 1. On veut que ce soit 1. Mais cette chose-là, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur 2pi, intégrale de 1 sur x, fois EIθ, dθ. Et ça, dans la toute première vidéo, on l'avait calculé. On avait montré que ça valait 1. C'est pas du tout compliqué de le calculer. D'ailleurs, c'est même totalement évident. Parce que là, c'est EIθ, c'est P de R de EIθ, donc c'est ça. Et donc, je suis en train d'intégrer la fonction 1 Je suis en train d'intégrer la fonction 1 sur l'intervalle 0 de pi, donc c'est égal à, quand je divise par 2pi, c'est égal à 1. Donc ça montre ce que je voulais montrer, qui est que ça montre au moins un cas particulier, qui est que si ma chose là est égale à 0, l'intégrale vaut bien ce qu'on veut. On remarque que sa valeur entière par ailleurs. Et en fait, le cas général de cette chose là en découle pour deux raisons. Donc moi, ce que je viens de montrer, c'est que je viens de prouver cette chose-là. Donc, moi, j'ai envie de prouver ça. Donc, ça, on va le prouver. Là, je viens de prouver, OK, si xi est égal à 0 et r est égal à 1. Mais en fait, de ce cas-là particulier, on peut en déduire le cas où n'importe quel xi, où le xi il est de module strictement plus petit que 1. Pourquoi ? Donc j'ai montré si xi est égal à 0, mais en fait je peux le démontrer juste en partant du cas xi est égal à 0 au cas où xi est strictement plus petit que 1 de la manière suivante. Encore une fois, cette chose-là, ça dépend de manière continue de xi. La valeur c'est r de x moins xi. Ça dépend de manière continue de xi. Mais je sais que si xi est égal à 0, ça vaut 1. Je sais aussi que sa valeur entière. Et donc ça peut être que constant. Je recommence l'argument. L'argument est très joli, mais un petit peu... C'est le même argument qu'on a utilisé tout à l'heure. Fonction à valeur entière dépend continuellement de xi implique constante pour xi dans D. Donc je rappelle que le disque, c'est l'ensemble des nombres complexes de modules strictement plus petits que 1. Cette fonction-là, elle a la valeur entière, la fonction CR de x moins xi. Elle vaut 1 si xi est égal à 0. Mais c'est une fonction qui a valeur entière et qui est continue. Donc elle est constante. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de regarder une fonction qui part de ici. Et ça, c'est un bloc. Il ne peut pas y avoir de fonction qui est continue, à valeur entière, et qui change de valeur. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc une fonction continue à valeur entière sur ce disque-là est forcément constante. Donc cette fonction-là est constante. Comme elle vaut 1 en 0, elle vaut forcément 1 partout. Et donc, encore une fois, j'utilise le Lemchock, que je n'ai toujours pas démontré. Mais le Lemchock me dit que cette chose-là est à valeur entière. En particulier, elle est constante. Et donc, je sais qu'elle vaut 1 pour ça. Donc, j'ai démontré ce premier cas. Ça, c'est démontré.
C'est fait encore une fois par un argument de continuité. Mais en fait, ce cas-là, on va aussi le faire par un argument de continuité. On veut montrer que ça vaut 0 si xi est strictement plus grand que r. Nous, encore une fois, la seule chose qu'on sait faire, c'est faire des arguments asymptotiques. Bah, ce qu'on va faire cette fois, c'est faire tendre la manière dont on a pu résoudre ce premier cas, c'est en faisant tendre xi vers 0. Le deuxième cas, on va faire tendre xi vers plus l'infini. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui prend des valeurs entières. Cette fois, c'est plus sur le même domaine, c'est sur le domaine en bleu. On est en train de s'intéresser à ce qui se regarde dans le domaine, à ce qui se passe dans le domaine bleu, mais encore une fois, une fonction qui est continue et qui a valeur entière, qui part du domaine bleu, elle est forcément constante. Donc, la fonction qui a xi associe cr x moins xi, c'est encore constant pour xi de module strictement plus grand que 1. Mais, moi ce que je prétends, c'est que si de x moins xi en 1, donc c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur 2pi fois intégrale de p' sur p, donc c'est fois ei θ fois p' sur p, donc c'est 1 sur r ei θ moins xi. Là, j'ai juste réécrit la définition de ce que c'était que C1 x moins xi, j'ai juste recopié ça là en l'adaptant aux paramètres. Mais maintenant, on fait tendre xi vers plus l'infini. On fait tendre xi vers plus l'infini, ce que tu remarques, c'est que cette chose-là tend vers 0. Donc, ce qu'on intègre tend vers 0 lorsque xi tend vers plus l'infini. Mais sa valeur entière, encore une fois. Et un entier qui tend vers 0, bah, c'est forcément le chiffre 0 à partir d'un certain rang. Donc, en particulier, comme cette fonction est constante, elle vaut toujours 0. Donc, j'ai démontré ce que je voulais montrer, qui était cr x moins xi est égal à 1 si xi est de module strictement plus petit que r, et 0 si xi est de module strictement plus grand que r. Et encore une fois, l'argument clé, c'était un argument de... On sait le calculer en un cas très précis, qui est le cas où xi est égal à 0. On sait le calculer, c'était le calcul qu'on a fait tout à l'heure. On sait que ça dépend continuellement de la variable xi, et on sait ce que ça vaut dans des cas limites. On sait ce que ça vaut en 0 parce qu'on l'a calculé, on sait ce que ça vaut en plus l'infini, parce que la fonction p' sur p tend vers 0, lorsque xi tend vers plus l'infini. Et donc on a réussi à faire ce qu'on voulait, et c'est pas mal. Maintenant, j'ai prouvé le Lemchock, et tu vas voir que là, on va vraiment voir la topologie du cercle. Encore une fois, si tu te souviens de la vidéo introductive que j'avais fait à la topologie algébrique, j'avais dit un problème sur C privé de 0, ou un problème sur le cercle, c'est qu'on n'est pas capable de prendre des primitives. Par exemple, la fonction 1 sur x n'admet pas de primitive. Bon. Là, tu vas voir ce qui va se passer pour ce Lemchock. Le Lemchock, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire des choses sur le cercle. Donc, je vais réécrire le Lemchock d'une autre manière qui rendra clair le fait que ce qui se passe est vraiment lié au cercle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cercle, on va prendre l'application exponentielle qui va de R vers le cercle, et on va travailler avec l'application exponentielle. Donc on va se ramener à calculer des choses avec des cercles, à calculer des choses avec des droites réelles, et ensuite sur la droite réelle, on utilisera le fait que toute fonction continue sur la droite réelle admet une primitive. C'est comme je l'ai montré dans la toute première vidéo, pas le cas de C privé de 0. C'est vraiment un cas chanceux sur R qu'on puisse prendre une primitive n'importe où, et c'est vraiment ça qui fait marcher le Lemclé. Et dans les 3-4 prochaines vidéos, qu'on aura développé un petit peu plus d'outils de la topologie algébrique, c'est très clair ce qui se passera dans cette preuve. Là, ça va paraître un petit peu mystérieux peut-être. Alors peut-être quelque chose que je devrais dire sur la dérivée logarithmique, et qui explique un petit peu ce que sera notre preuve du Lemchock, c'est que la dérivée logarithmique est très simple à calculer quand on a affaire à des exponentielles. Soit g continue, dérivable, alors la dérivée de EG sur EG, c'est égal à quoi? La dérivée de EG, c'est égal à G' EG sur EG, donc c'est égal à G'. La dérivée logarithmique de l'exponentielle d'une fonction dérivable, c'est la dérivée de la fonction elle-même. Donc ce qui explique ce qu'on va essayer de faire. On va déduire le Lemchock du lemme suivant, soit f de u dans u, continue. Donc je rappelle, u, qu'est-ce que c'est?
c'est z dans C tel que module de z est égal à 1. Topologiquement, c'est un cercle. Donc f de u dans u continu, c'est un cercle qui s'envoie dans un cercle. Ce qu'on va regarder, c'est l'application exponentielle. Donc O note est égal à EIT, qui va de R dans le cercle. Donc c'est vraiment qui va de R dans U. Et donc il faut vraiment le voir comme une droite qui s'envoie sur un cercle. Qu'est-ce que c'est que cette droite qui s'envoie sur un cercle? C'est un petit peu étonnant. En fait, elle fait des tours. La droite fait des tours autour du cercle. Donc c'est un petit peu subtil de réfléchir à ce à quoi ressemble phi. Mais il faut voir phi comme le trait qui s'enroule de manière infinie autour du cercle. C'est-à-dire que 0, il est envoyé sur quoi? Il est envoyé sur 1. La fonction, c'est la fonction qui a été associée EIT. Donc 0, EI0, c'est 1. Quand je fais avancer mon 0, quand je prends un nombre ici, par exemple, ça va correspondre à un nombre ici. Et quand je fais avancer les t vers des réels positifs, je fais tourner ma chose dans le sens trigonométrique. Donc quand t avance comme ça me fait des choses comme ça. Ok, donc je suis vraiment en train d'enrouler la droite réelle autour du cercle. Et ce qui se passe de non trivial, c'est que tu remarques que si j'évalue en 2π, je suis en train d'évaluer EI de pt. Mais EI de pt, on l'a vu dans une vidéo que j'ai faite. La vidéo qui s'appelle EIπ est égal moins 1, explication. On a vu dans cette vidéo que EI de pt, c'est égal à 1. Donc EI de pt, il est renvoyé sur ce point-là. Et donc on comprend ce que fait l'application qui a t associé EIT. Elle enroule R autour du cercle de la manière suivante. 0 est envoyé sur 1. Ensuite, quand je parcours les t dans le sens croissant, je suis en train de m'enrouler dans le sens trigonométrique. Et une fois que j'attends 2π, je suis retombé sur 1. Et ça continue, c'est périodique. Cette application est périodique. C'est-à-dire que son comportement entre 2π et 4π est exactement son comportement entre 0 et 2π. Donc ce que j'ai expliqué, c'était ce à quoi ressemblait l'application phi du segment 0 2π vers le cercle, vers U. Mais une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Ce que l'application R fait, c'est qu'en fonction de t, elle enroule les nombres réels autour du cercle, comme ça. Donc voilà, ça c'était une brève introduction à la fonction phi, juste pour dire que le cercle, on le verra un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose de topologiquement un petit peu compliqué. Ici, on a une fonction qui va du cercle, donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, si je compose par le trait qui va vers le cercle, si je regarde f rond phi, ça va de R dans U, et ça va être plus simple. Donc l'énoncé du lemme, c'est le suivant. On considère G qui est égal à f rond phi. Et le lemme est le suivant, c'est que alors il existe psi de R dans R, tel que quel que soit t dans R, f de EIT est égal à EI psi de t. Donc c'est ça le lemme, et maintenant je vais démontrer comment, à partir de ce lemme-là, on peut démontrer de manière très simple le lemme choc. Mais c'est ça vraiment le point clé. Je vais réexpliquer un peu ce qui se passe dans ce lemme-là. Donc c'est ça l'énoncé du lemme, c'est véritablement ça, et c'est vraiment celui-là le bon énoncé, c'est celui-là l'énoncé qu'il faut retenir par rapport au lemme choc. Il est plus général que le lemme choc. Lemme, soit f qui va de U dans U continu, je note phi l'application qui a t associée EIT. Alors ce que je peux regarder, c'est la composée f rond phi, qui a t associée f de EIT, et moi ce que je prétends, c'est que cette fonction peut s'écrire comme EI de psi de t. Donc, c'est une sorte d'interversion d'application au sens où ma fonction f, elle part de U dans U. Et maintenant, je suis en train de construire une fonction qui va de R dans R. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les composés sont égales. Ça, c'est la fonction psi. Donc, ce qu'on dit, c'est que le diagramme suivant est commutatif. Ce que le diagramme soit commutatif, ça veut exactement dire cela. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai psi ici, j'ai f ici. J'ai l'exponentielle, là c'est l'exponentielle, donc phi. Et j'ai ma fonction f ici. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a une fonction f qu'on ne comprend pas très bien. La fonction f est compliquée en elle-même. Par contre, ce que le lemme dit, c'est qu'une fois que je la compose avec R, alors c'est un petit peu simple.
Ok, donc maintenant j'aimerais finir la preuve. Donc on a fait beaucoup de choses, c'était très compliqué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prouver le lemme ci-dessus dans une prochaine vidéo. Et dans cette vidéo, je vais finir de prouver le lemme choc à partir du lemme ci-dessus. Donc je rappelle, le lemme ci-dessus, c'est que je prends une fonction qui va de U dans U. Donc autrement dit, une fonction qui va des racines, du cercle vers le cercle lui-même, vers l'ensemble des complexes de module 1 vers les complexes de module 1 lui-même. Alors, je peux avoir cette équation-là. Si je paramétrise f de u, n'importe quel nombre complexe de module 1, je peux l'écrire comme EIT. Donc si je paramétrise f au lieu de la paramétriser par le nombre complexe de module 1, mais que je la paramétrise par f de EIθ, ou f de EIT, ici c'est pareil, ce qui se passe c'est vraiment ce truc-là. C'est que j'ai f de u dans u, donc c'est du cercle dans le cercle. Donc j'ai f qui va du cercle dans le cercle, mais le cercle c'est compliqué. Nous ce qu'on sait faire c'est le trait. Et donc ce qu'on fait c'est qu'au lieu de considérer ça, on considère le trait qui va dans le cercle avec l'application phi, l'application exponentielle. Et ça par contre, ce qu'on dit c'est que ça se relève au sens où, en fait j'ai une application de R dans R, que j'ai noté ici psi, c'est vraiment psi ici, telle que la fonction s'obtient comme cette composée-là. Donc essentiellement ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une fonction du cercle dans le cercle, et on a créé une fonction de R dans R. Donc les fonctions de R dans R, a priori, sont plus simples. Vraiment, la preuve de ce lemme-là sera vraiment immédiate. Je sais que conceptuellement, elle est assez profonde. Ce lemme-là est très profond. Donc je préfère le faire dans une autre vidéo, mais la preuve sera immédiate. D'ailleurs, tu peux la faire en exo. Je prends une fonction de U dans U, de l'ensemble des complexes de module 1 dans les complexes de module 1. J'ai envie de montrer qu'il existe psi tel que f de EIT est égal à EI psi de t. Indication, dériver cette chose-là en t. Tu vas trouver une équation, il va falloir prendre une primitive et tu auras trouvé ce qu'il te faut. Donc, une fois qu'on a ça, donc, ce que cela me dit, c'est que je prends une application du cercle dans le cercle, je peux la reparamétrer, je peux trouver une application de R dans R, telle qu'au final, cette application soit assez simple, puisque évaluée en EIT, c'est juste EI psi de t avec psi ma fonction de R dans R. Donc je suppose ce lemme-là, et nous on veut prouver le lemme choc. Le lemme choc, je rappelle, je prends un polynôme qui n'admet pas de racine de module R, c'était juste pour qu'on puisse définir P' sur P et pas qu'on divise par 0, on n'aime pas diviser par 0, et on veut montrer que cette intégrale est à valeur entière. La première réduction, c'est qu'on peut supposer que R est égal à 1. Essentiellement, quand je prends un polynôme, donc mon polynôme, disons que c'est x carré plus 1, ce que je peux faire, c'est à la place le remplacer par le polynôme où je compose par R. Je peux regarder ce qu'on appelle P de x, Rx, et ici ce serait R carré x plus 1, x2 plus 1. Juste, je remplace x par Rx, si tu veux, je fais un changement de variable, x carré plus 1, je remplace x par Rx, ça devient R carré x carré plus 1. Il ne se passe rien de sorcier, c'est absolument vide conceptuellement, mais quitte à considérer P de Rx, on peut supposer que R est égal à 1. C'est juste pour simplifier les choses. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux regarder la fonction qui a x associe P de x sur le module de x. Essentiellement, j'ai envie d'appliquer le lemme ci-dessus. Je peux regarder la fonction qui a x associe P de x, qui va de U dans U. Mais le problème, c'est que P de x n'est pas forcément de module 1. Donc ce que je fais, c'est que je normalise P, c'est-à-dire que je regarde, au lieu de regarder la fonction P, je regarde la fonction P de x sur module de P de x. Ça me fait bien une fonction de U dans U. Donc j'applique le lemme au-dessus. Le lemme au-dessus me dit que si j'ai une fonction de U dans U, je peux écrire f de EIT. Donc j'ai noté f la fonction ici. Ce que je peux écrire, c'est f de EIT est égal à EI psi de t. Donc je le fais. Et maintenant, ce qu'on remarque, c'est une propriété très sympa, et c'est de là vraiment d'où vient l'entier z. Je vous avais dit, l'entier z est absolument choquant. Et d'où vient l'entier z? Il vient du fait que EI de psi 0, c'est égal à f de EI 0. Très bien. Mais f de EI 0, c'est égal à f de EI de pi. Et f de EI de pi, c'est égal à EI de psi de 2pi. Et donc quand je mets ces deux informations bout à bout, j'ai que EI de psi 0 est égal à EI de psi de 2pi. Sauf que nous, on sait, donc ça c'est l'argument d'un nombre complexe, on sait que les deux arguments sont égaux. Qu'est-ce qu'on en déduit? Les deux arguments diffèrent d'un multiple de 2pi. Donc ce que j'en déduis, c'est que psi de 2pi moins psi de 0 sur 2pi est à valeur entière. Et à partir de ça, j'aimerais en déduire le lemme choc. Mais tu vois, on est convaincu que ça va marcher parce qu'on a trouvé un entier. On ne sait pas d'où il sort, mais on a trouvé un entier. Donc on est convaincu que ça marche. Donc, pourquoi ça marche?
G quel que soit t, P de EIT est égal à F de EIT fois P de EIT. Nous, ce qu'on veut atteindre à la fin, c'est cette formule-là. Cette formule utilise la dérivée logarithmique du polynôme P. Donc ce qu'on veut, c'est calculer la dérivée logarithmique de cette formule-là. Je vais appliquer la dérivée logarithmique. On va utiliser deux choses. La première, c'est que la dérivée logarithmique, le produit passe à la somme. Donc quand j'applique la dérivée logarithmique, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai P' sur P de EIT. Donc, d'une part et d'autre, donc je vois ça comme deux fonctions, une égalité entre fonctions, et j'applique la dérivée, ces deux fonctions dérivables, j'applique la dérivée logarithmique de part et d'autre. Donc, d'un côté, j'ai P' sur P de EIT, sauf que la règle des dérivées me dit que je dois multiplier par la dérivée de ça, donc ça me fait fois IEIT. Pourquoi IEIT? Parce que IEIT, c'est la dérivée de EIT. Donc, il y a un terme qui sort parce que c'est P' de EIT. On est en train de dériver la fonction P de EIT, donc la règle de composition des dérivés me dit qu'il y a un terme IEIT qui sort. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je dérive ici? Bah, la première chose, c'est que ça passe à la somme. La deuxième chose, c'est que f de EIT, je peux l'écrire comme EI de psi de t. Mais EI de psi de t, c'est une fonction qui s'écrit comme E de g. Et moi, je sais que quand je prends la dérivée logarithmique de l'exponentielle d'une fonction dérivable, ce que je retrouve à la fin, c'est la dérivée. Donc, ce que je vais retrouver ici, c'est I psi prime de t. N'est-ce pas? Ici, j'ai quelque chose qui s'écrit, donc f de EIT, d'après le lemme ici, c'est exactement égal à EI de psi de t. Sauf que quand j'ai quelque chose qui a la forme E de g, exponentielle de g, quand je prends la dérivée logarithmique, on l'a montré tout à l'heure, je trouve g'. Ici, en particulier, on trouve I psi prime de t. Plus, parce qu'encore une fois, le produit, ici on a un produit, donc ça passe à la somme, mais je peux faire le même petit jeu pour ici. Le module de P de EIT, c'est quelque chose de strictement positif. Donc, sur R plus étoile, je peux toujours le faire, il n'y a aucune restriction, je peux l'écrire comme E de log P de EIT. J'ai un nombre qui est strictement positif, je peux toujours prendre son logarithme, et je peux toujours écrire un nombre strictement positif comme l'exponentielle de son logarithme. Donc il n'y a rien de sorcier ici. Simplement, maintenant que j'ai cette expression-là, je peux encore utiliser le fait que la dérivée logarithmique de E de g, c'est g', et donc je vois la dérivée. Donc ce que je vais écrire est moche, mais log P de EIT prime, donc c'est très moche parce que bien sûr ça c'est un nombre, on n'a pas le droit de dériver un nombre, mais ce que je veux dire par là, c'est que je prends la fonction qui a t associe log de P de EIT, je dérive cette fonction et je l'évalue en EIT. Donc je sais que c'est laid, mais faute de place sur le tableau, je dois écrire ça. Encore une fois, ça n'a pas de sens, on n'a pas le droit de dériver un nombre. Ici, j'écris le nombre log de P de EIT et je l'ai dérivé, mais ce que je veux dire par cette notation qui est une mauvaise notation qu'il ne faut pas utiliser, c'est que je regarde la fonction qui a t associe log de P de EIT, je la dérive, et puis ensuite j'évalue en EIT. Donc c'est une mauvaise notation, mais voilà, mais on a terminé. Pourquoi est-ce qu'on a terminé? Parce que maintenant j'ai divisé par I. Je rappelle que ce qu'on veut, c'est l'intégrale de P' sur P. Nous ici, dans notre cas, R il est égal à 1. Donc R, on peut le remplacer par 1. Ce qu'on veut, c'est que cette intégrale soit à valeur entière. Et en fait, la valeur de cette intégrale, ça va être exactement psi de 2pi moins psi de 0 sur 2pi. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'intégrer tout ça. Là, je réécris ce qu'on a écrit ici. On est en train d'intégrer de 0 à 2pi. Mais, quand j'intègre de 0 à 2pi, je trouve deux termes. Le premier terme, c'est l'intégrale de 0 à 2pi de psi prime de t. Par définition, l'intégrale de psi prime, c'est psi de 2pi moins psi de 0. Donc on voit d'où vient le psi de 2pi moins psi de 0. Et ensuite, il y a ce terme-là. Sauf que là, j'utilise le fait que P de EIT, c'est 2pi périodique. Donc encore une fois, là, je suis en train d'intégrer une dérivée. Donc je prends la valeur en 2pi et je lui soustrais la valeur en 0. Sauf que la valeur en 2pi et la valeur en 0 de cette fonction coïncident. Donc l'intégrale de cette chose-là, c'est 0. C'est 0. Cette chose-là disparaît. Cette chose-là est insignifiante. En fait, on s'en fiche. Ce qui est vraiment important, c'est le fait que l'intégrale de 0 à 2pi de psi prime de t, c'est égal à psi de 2pi moins psi de 0. Et quand je le divise par 2pi, c'est quelque chose à valeur entière.
Et donc on a démontré le Lemchock. Donc je vais reprendre les arguments de la preuve parce que on a fait beaucoup de choses dans cette preuve, elle est très conceptuelle, elle est très profonde. Donc le Lemchock, c'est je recommence tout depuis le début. Je prends P un polynôme, j'ai envie de montrer que cette intégrale surprenante qui a priori, pourquoi est-ce qu'on considérerait ça, P' sur l'intégrale de P' sur P, on veut montrer que cette intégrale est à valeur entière. Ce qu'on fait, c'est qu'on remarque que la fonction P de EIθ, ce qu'on remarque, c'est qu'on est en train de prendre une dérivée logarithmique. Les dérivées logarithmiques, ça fonctionne bien avec quoi? Ça fonctionne avec les fonctions qui s'écrivent de la forme exponentielle de g. La dérivée logarithmique de exponentielle de g, c'est g'. Donc ça fonctionne très bien dans ce cas-là. Donc ce qu'on veut faire, c'est écrire P de EIθ comme des exponentielles de choses. Mais là, j'utilise mon lemme qui me dit que pour n'importe quelle fonction qui va de U dans U, qui va du cercle dans lui-même, je peux écrire f de EIθ comme E, donc on est content parce qu'on a trouvé une exponentielle, I de psi de t. Donc c'est vraiment ça le point, c'est que on veut faire des dérivées logarithmiques pour la raison suivante, c'est qu'on veut compter des racines. Et si on veut compter des racines, il faut que le produit passe à la somme. Si j'ai envie d'avoir une formule qui compte le nombre de racines d'un polynôme, je veux que quand je prenne le produit de deux polynômes, comme une racine, enfin un nombre complexe est racine d'un produit de polynômes si et seulement si elle est racine d'un des deux polynômes, quand je fais le produit de polynômes, le nombre de racines contenues dans un disque, ça passe à la somme. Je fais le produit de polynômes, le produit des racines, enfin le nombre des racines contenues dans un disque du produit des deux polynômes, c'est la somme des racines contenues par les deux polynômes individuellement. Donc j'ai envie d'une formule qui passe du produit à la somme. Mais nous, on sait ce qu'on prend dans ce cas-là, on prend la dérivée logarithmique. Donc en fait, cette formule est super étrange, mais elle n'a rien de sorcier. Le point, il faut comprendre ce qu'on veut faire. On veut trouver une formule, c'était ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. La seule chose qu'on connaît sur un polynôme très général de degré n, c'est son comportement asymptotique. Et c'était déjà visible dans la dernière vidéo quand on voulait montrer que n'importe quel polynôme de degré impair admettait une racine. C'était déjà le comportement asymptotique qu'on utilisait. Donc je reprends. La seule chose qu'on maîtrise sur un polynôme de degré n à coefficient complexe, c'est son comportement asymptotique. On veut l'exploiter. On veut une formule qui donne le nombre de racines d'un polynôme de degré n seulement en fonction de la valeur de p. Donc ça va être une sorte d'intégrale. Donc on essaie de deviner pourquoi l'intégrale ressemble à ça. Mais, comme j'ai dit, il faut que cette intégrale fasse en sorte d'associer au produit de deux polynômes la somme des intégrales. Donc la manière la plus simple de faire ça, c'est de prendre la dérivée logarithmique, parce que la dérivée logarithmique passe du produit à la somme, et d'intégrer. C'est ce qu'on fait ici. Et ensuite, il se trouve que ça a valeur dans z, mais en fait, ce n'est pas si surprenant parce que si tu prends P, le Lemchock, moi je prétends qu'il est simple si P est égal à x puissance n. Si P est égal à x puissance n, tu fais un calcul et tu vois que ça vaut n. Donc finalement, le Lemchock, on se voit qu'il n'est pas si déraisonnable parce qu'il a la bonne valeur dans un cas, il passe du produit à la somme exactement comme on veut de sa part, et il évolue de manière continue en fonction de ses paramètres. Donc encore une fois, on a fait beaucoup de choses dans cette vidéo, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est la chose suivante. Compter le nombre de racines d'un polynôme à l'intérieur d'un disque, au final, c'est quelque chose d'analytique. C'est-à-dire que a priori, c'est super compliqué. Il faut trouver pile le x complexe tel que p de x est égal à 0. C'est super compliqué. En particulier, nos ordinateurs, ce serait très compliqué pour nos ordinateurs de le faire. Nos ordinateurs sont très bons pour approximer les racines d'un polynôme, mais sont assez mauvais pour trouver la valeur exacte de la racine du polynôme. Donc c'est déjà une indication dans le fait qu'on n'arrivera pas à trouver la racine précisément. Par contre, on arrivera à montrer qu'il y a un certain nombre de racines dans un bloc. C'est ça qu'on fait dans cette vidéo. Je ne montre pas qu'il existe une racine, je montre que dans un certain disque, à partir d'un certain rang, l'intégrale tend vers une valeur qui doit être n. Donc comme l'intégrale est à valeur entière, à partir d'un certain rang, elle est à valeur n. Mais à aucun moment je dis j'ai trouvé la racine exactement ici. C'est vraiment un argument de... À partir d'un certain rang, il va exister des racines dans ce disque. Donc voilà, on voit une formule qui trouve ça. Il se trouve que c'est raisonnable de faire intervenir la dérivée logarithmique parce qu'encore une fois, on veut faire passer le produit à la somme. Et il se trouve que tout marche bien, mais voilà, c'est un résultat très profond, surtout le fait qu'on doive utiliser des arguments analytiques pour prouver quelque chose qui ne l'est a priori pas. Trouver
je veux dire trouver une racine, par exemple si je te prends un polynôme de degré 2 à coefficient réel et que je te demande de trouver les racines du polynôme, bah, ce que je vais faire c'est trouver une équation explicite. Là c'est pas du tout ce qu'on fait ici, il n'y a aucune équation explicite. C'est vraiment un argument très différent, c'est assez mystérieux et c'est